Donc si elles avaient mal travaillé, elles faisaient faillite et les capitalistes payaient sur leurs fonds propres. C'est toute la différence entre la moralité et l'immoralité. L'immoralité, c'est lorsque nous payons tous les erreurs de quelques-uns, et la moralité, c'est lorsque nous payons les conséquences de nos propres actions. Exemple, rendre le micro quand il le faut. Merci, cher Pierrot. Oui, bonsoir, Youssef Maouchi, doctorant en économie. Je voulais vous poser une question concernant le système de fiscalité qui n'est pas du tout connu en France ou qui n'est pas populaire, c'est la flat tax. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pourquoi il n'est pas populaire, il n'est pas connu, alors que d'après beaucoup d'études, il rapporterait plus et il serait moins douloureux pour le contribuable. On pourrait d'ailleurs aller plus loin et dire l'impôt qui serait normal, c'est l'impôt de capitation, le même pour tout le monde. De même qu'une cotisation à une association est la même pour tout le monde, quel que soit son revenu, avec l'idée que l'État donne un certain nombre de services qui sont utiles pour tout le monde. Par les fonctions régaliennes, j'aime pas ce terme, mais enfin bon, il est utilisé. Un État minimum serait évidemment beaucoup moins cher. Et quand vous allez chez votre boucher, on ne vous demande pas quel est votre revenu pour fixer le prix, n'est-ce pas? Donc ça serait tout à fait cohérent que l'impôt soit même pour tout le monde. Alors c'est déjà quelque chose de tout à fait différent d'avoir un impôt proportionnel, qui est la flat tax. Un impôt proportionnel déjà demande beaucoup plus à ceux qui ont plus de revenus, et il y a forcément à ce moment-là, joue ce que j'ai évoqué tout à l'heure, la double destruction des incitations. Ceux qui payent, ils ont un rendement qui est plus faible, donc ils font moins d'efforts, et ceux qui reçoivent gratuitement, eh bien, eux aussi sont incités à faire moins d'efforts. Comparer par exemple un système comme un système d'assurance privée, et puis un système comme celui de la sécurité sociale. Dans un système d'assurance privée, on est incité à travailler plus pour pouvoir payer ses primes d'assurance. Dans un système de sécurité sociale, on est incité à travailler moins, parce que plus on travaille, plus on est prélevé, et de toute façon, on reçoit la même chose que l'on travaille ou pas. Donc, la flat tax, elle a quand même cet effet désincitatif, mais elle est quand même infiniment supérieure à l'impôt progressif. L'impôt progressif, il n'y a strictement aucune justification. La seule, c'est celle qui relève du marché politique, une fois de plus. C'est pas à savoir qu'on peut toujours trouver dans n'importe quelle société une majorité qui est prête à brimer une minorité. Et donc, le système un homme, une voix conduit à cette situation. Mais vous me posez la question, comment se fait-il donc on ne parle pas de la flat tax en France? C'est vrai que ça serait un système très supérieur du point de vue de la justice et du point de vue de l'efficacité au système de l'impôt progressif. L'une des raisons, c'est le problème intellectuel. Le problème français est d'abord un problème intellectuel, à savoir que la domination des mauvaises idées, avec cette consolidation mutuelle des idées entre le monde politique, le monde médiatique et le monde de l'enseignement. Nous sommes quand même un des rares pays dans le monde où il n'y a pratiquement pas de concurrence dans l'éducation, et ceci conduit à un monolithisme intellectuel qui est considérable. Et je crois que c'est l'une des idées, parce que on considère a priori qu'il y a un seul système juste, c'est le système d'impôt progressif. Et c'est très frappant de voir que cette idée est exprimée par des gens qui se prétendent de droite, des journaux qui se prétendent de droite, etc. Et donc il y a d'abord un effort de diffusion des idées qui est à faire, sinon on veut qu'un jour on arrive à un système de flat tax qui, comme vous le disiez, est d'abord plus juste et puis moins nuisible. On a tout de même maintenant un grand nombre d'expériences à travers le monde, de pays avec des gouvernements de gauche ou de droite, de pays développés ou moins développés, etc., où on a considérablement diminué la progressivité de l'impôt sur le revenu et où on a vu que la prospérité s'en suivait immédiatement. En Europe, il y a une dizaine de pays qui ont adopté la flat tax, en particulier d'anciens pays communistes. Le premier cas était celui d'Estonie,
le Premier ministre Marc Lard, qui a été nommé Premier ministre à 32 ans lorsqu'il était professeur d'histoire, il avait lu un seul livre qui était le livre de Milton Friedman, Free to Choose. Il trouvait que c'était de bonnes idées. Et il s'est posé la question comment faire pour qu'il y ait un développement des entreprises alors qu'on a une phase de transition difficile avec les gros trusts à la soviétique. Et il a pensé que la flat tax était une solution. Ça a été effectivement efficace. Le pays a connu 8% de croissance de manière continuelle et il a été imité par un certain nombre de pays ensuite en Europe. Donc je n'ai pas de réponse absolue à votre question. Je ne suis pas sûr de savoir exactement pourquoi on parle si peu en France, alors que les résultats sont là, n'est-ce pas? Et par conséquent, les gens devraient être convaincus par les preuves qu'on leur apporte, mais il y a un tel couvercle idéologique qui pèse sur les Français qu'ils n'osent pas. Il y a la peur de penser autrement. Vraiment, la chose la plus importante peut-être à notre époque, c'est de ne pas avoir peur de penser autrement. Je sais avant, Pierrot, de te passer le micro, mais ce qui montre qu'il peut y avoir aussi des débats entre gens qui peuvent être proches. Alors, je dois dire que Pierre a beaucoup fait pour la flat tax, n'est-ce pas? Ça c'est vrai, bien sûr, donc il prend le micro. Notre ami Youssef vient de dire, ben, la flat tax c'est pas mal, et il a dit mot à mot, et en plus ça augmente le rendement de l'impôt. Je n'arrive pas, mais ce qui montre qu'il y a plusieurs courants chez les économistes, y compris dans la même famille, à comprendre en quoi est-ce un progrès qu'il y ait une technologie de l'impôt qui en augmente le rendement pour la masse. C'est la même chose avec des collègues avec qui je suis plus que proche, qui lorsqu'ils parlent de la courbe de l'affaire, je te repasse tout de suite le micro, mais lorsqu'ils parlent de la courbe de l'affaire, nous expliquent, donc à démontrer, pour faire simple, les hauts taux tuent les totaux. D'accord? Et donc, si on baisse les taux, miracle, les années régalent, la prospérité est telle que finalement, au total, le gouvernement américain, après plusieurs années, avait une somme récoltée en impôts supérieure à ce qu'elle avait quelques années auparavant. Je ne vois pas le progrès qui consiste... Alors, j'entends bien, c'est le fruit de la prospérité. Oui. C'est le fruit de la prospérité. Mais il y a quelque chose de profondément choquant à faire un objectif de l'idée... Non, c'est pas ce que tu as dit. C'est pas l'objectif, c'est l'une des conséquences. Oui, c'est l'une des conséquences. Je ne cherche pas ça. C'est pas la conséquence. Si tu permets, je crois qu'on peut dire que ça, c'est une première étape dans le raisonnement. Dire, si même on avait pour objectif que l'État puisse avoir plus de ressources, eh bien, il aurait intérêt à diminuer les taux d'impôt et tout le monde y gagnerait. Bon. Alors, c'est un mauvais objectif, ça, nous sommes bien d'accord. Alors, il faut, deuxième étape du raisonnement, mais par ailleurs, il faut affamer l'État, et donc il faudrait aller encore plus loin dans la réduction des taux, pour qu'on ait au total une prospérité encore plus grande et un État qui soit plus faible. Moi j'avais une question, mais avant effectivement une information. Il y a aussi une réponse peut-être. Voilà, pour dire qu'on a traduit en 2009 le petit ouvrage de Rabouchka sur la flat tax en français, donc déjà il n'y a plus cette excuse de ne pas pouvoir lire l'anglais. Et on peut trouver ça sur le site d'IREF. Et je crois justement dans la préface, on a fait le parallèle avec ta proposition déjà ancienne d'un impôt sur la demande globale. Moi j'avais éventuellement une question, mais je ne sais pas, c'est peut-être sur... je sais, et déjà dans ton point de vue tu l'as dit, que ton idéal monétaire est celui de la concurrence. Mais dans la situation actuelle, qui est la nôtre aujourd'hui, faut-il souhaiter... Il y a deux questions. La première un peu vague, faut-il souhaiter une chute rapide de l'euro, comme ça on repart à zéro? Et si on est en Grèce, est-ce qu'il faudrait sortir de l'euro? Est-ce que c'est pour toujours dans la perspective de l'austérité? Peut-être, je crois que tu comprends votre question.